Le matin du 12 avril 1981, Sheila Sharp, âgée de 14 ans, s'est réveillée après avoir passé la nuit chez un voisin du quartier. Après son petit déjeuner et une discussion avec ses voisins, elle est rentrée chez elle vers 7h du matin pour retrouver sa famille dans la cabane numéro 28. Elle a traversé le petit chemin menant à sa maison, a tourné la poignée et a poussé la porte, s'attendant à être accueillie par sa mère, sa sœur, ses frères et un ami du quartier qui avait passé la nuit chez eux. Au lieu de cela, elle a été confrontée à une scène de meurtre horrible, violente et frénétique. Elle a découvert les corps brutalement torturés de sa mère, de son frère et de l'ami de celui-ci, éparpillés dans le salon ensanglanté, sans aucune trace de sa petite sœur. En juillet 1979, Susan Short a fait ses valises et a quitté sa maison du Connecticut avec son mari pour déménager en Californie. C'était un nouveau départ pour Susan et sa famille, fuyant son mari violent, Jack. Son frère Don vivait dans le nord de la Californie à cette époque, et il semblait judicieux d'être proche de la famille lorsqu'on essaie de quitter un partenaire violent, car ainsi, au moins si Jack la retrouvait, elle aurait du soutien. Quand elle est arrivée en Californie, elle était presque sans le sou, sans emploi, sans bien de valeur et avec 5 enfants à charge. Elle a donc pris la caravane où vivait son frère à Quincy. Bien qu'il s'agissait d'un espace restreint pour une famille de 6, ils étaient bien et soulagés et heureux de déménager pour repartir à zéro. Peu après leur arrivée en Californie, ils ont eu l'opportunité d'emménager au Keddie Resort. Keddie était autrefois une station familiale qui avait connu des difficultés, si bien que le propriétaire avait transformé bon nombre des chalets de vacances en logements à faible revenu. L'un de ces chalets venait d'être libéré par Sylvester Thomas, le shérif du comté. Ainsi, Suzanne a de nouveau emballé leurs affaires et a emménagé dans le chalet numéro 28 du Keddie Resort. La mère Suzanne et ses enfants, Jean, Sheila, Tina, Rick et Greg, espéraient tous pouvoir enfin commencer une nouvelle vie ensemble. Le 11 avril matin, Suzanne, Sheila et Greg sont allés chercher Rick qui passait des essais pour l'équipe de baseball au terrain Gunsner à Quincy. En route, ils ont vu son fils Jean et son amie Dana qui faisaient du stop pour retourner à Keddie et ils les ont embarqués. Quelques heures plus tard, Jean et Dana sont repartis en autostop de Keddie vers Quincy pour retrouver des amis vers 15h30. Vers 7h, des témoins ont aperçu le duo dans le centre-ville de Quincy. Plus tard dans la soirée, Sheila, la fille de Suey, a prévu de passer la nuit chez la famille Seabolt, leurs voisins. Sue resterait à la maison avec ses fils Rick et Greg, ainsi que leur ami Justin Smart, dont la famille avait également une cabane à proximité. Tina regardait la télévision chez les Seabolt depuis leur retour du voyage à Quincy. À 19h, Sheila est entrée dans la cabane des Seabolt pour y passer la nuit, et à 22h, Tina a dit au revoir et était retournée dans sa propre cabane au numéro 28 pour rejoindre sa mère et ses frères. Lorsqu'elle a ouvert la porte de sa cabane, elle a été immédiatement confrontée à la scène horrifique et brutale de la mort de sa mère, John et son amie Dana. Le sol et les murs étaient couverts de taches de sang et il y avait des traces de couteaux aléatoires sur les murs. Les 3 victimes avaient été attachées avec du ruban adhésif électrique et des cordons électriques. Sue était allongée sur le côté près du canapé dans le salon. Elle était nue de la taille jusqu'en bas et avait été bâillonnée avec un bandana bleu et ses propres sous-vêtements maintenus en place avec du ruban adhésif électrique.
Le rapport d'autopsie ne révèle aucun signe d'agression sexuelle, malgré qu'elle ait été retrouvée nue de la taille aux pieds. Elle avait été poignardée dans la poitrine et le cou, la lame traversant son larynx et touchant sa colonne cervicale. Elle avait des ecchymoses et des marques dues au coup de crosse d'une carabine à air comprimé. John a été retrouvé à proximité. Sa gorge avait été tranchée et il avait été frappé violemment avec un marteau. Dana avait été frappée à plusieurs reprises à la tête avec un marteau, puis étranglée à main nue jusqu'à ce qu'il meure asphyxié. Sur le sol se trouvait un marteau ensanglanté et un couteau à steak qui avait été enfoncé dans la victime avec une telle force qu'il s'était plié à un angle de 30 degrés. Une fois le choc initial passé, Sheila a couru chez les Seabolt chercher de l'aide. Jamie, le fils aîné des Seabolt, est retourné à la cabane avec Sheila où il a regardé par les fenêtres de la chambre et, de façon incroyable, a vu que les 3 jeunes garçons étaient toujours au lit en train de dormir. Il a frappé bruyamment à la fenêtre pour les réveiller et leur a fait signe de sortir par la fenêtre afin qu'ils ne voient pas la scène de crime macabre dans le salon. La police a alors été contactée et a commencé son enquête. Après les interrogatoires, Sheila et la famille Seabolt ont déclaré n'avoir rien entendu d'inhabituel provenant de la cabane 28 pendant la nuit. Cependant, un couple vivant dans la cabane 16 a déclaré avoir été réveillé à 1h15 du matin par ce qui ressemblait à des cris étouffés. Rick Sharp a dit à la police qu'il s'était endormi à 22h et ne s'était réveillé que lorsque Jamie Seabolt avait frappé à sa fenêtre le lendemain matin. Confirmé par Justin Smart, mais la police n'a pas interrogé Greg Smart, 5 ans initialement. La police a interrogé les voisins du numéro 14 et une personne vivant dans une caravane à proximité. Aucun voisin n'a entendu de bruit la nuit. En inspectant les lieux, la police a remarqué qu'il n'y avait aucun signe d'effraction et que la veste de Tina ainsi qu'une boîte contenant divers outils avaient disparu de la cabane de Sharp. Le téléphone avait également été débranché et les rideaux tirés. Martin Smart, le voisin du coin et père de Justin Smart, a affirmé lors d'un interrogatoire qu'un marteau à griffes avait disparu de chez lui, sans savoir comment ni quand cela s'était produit. Le shérif Thomas a commenté que Smart semblait fournir des indices sans fin, qui semblaient en tous l'innocenter. Malgré l'absence de bruits inhabituels cette nuit-là, plusieurs voisins ont rapporté avoir vu une camionnette verte inconnue stationnée devant la maison des Sharp à 21h. Lors d'un nouvel interrogatoire, Justin Smart, le beau-fils de Martin Smart, a modifié son récit, déclarant d'abord avoir rêvé des détails des meurtres, puis affirmant les avoir réellement vus. Sous hypnose, il a raconté avoir été réveillé par des bruits venant du salon alors qu'il dormait dans la chambre. Il a affirmé avoir vu Sue avec 2 hommes, l'un moustachu aux cheveux courts, l'autre rasé aux cheveux longs, portant tous 2 des lunettes. Selon Justin, John et Dana sont entrés dans la maison et ont commencé à se quereller avec les hommes. Après une bagarre, Tina est entrée dans la pièce, a été traînée hors de la cabane par la porte arrière et n'a plus jamais été revue. Selon Justin, un bénévole de la police et un artiste amateur local ont créé un portrait robot basé sur sa description. Bien que le FBI ait permis au bureau du shérif d'accéder aux meilleurs artistes médico-légaux, aucune raison n'a été donnée pour cela. Le shérif Thomas, qui a supervisé l'affaire, a déclaré que l'enquête était très frustrante car, malgré la scène macabre, peu ou pas d'indices n'ont jamais mené à des pistes ou des suspects par solides. Le FBI a ouvert une enquête sur l'enlèvement de Tina Sharp, ses restes demeurant introuvables et aucune preuve de son décès n'ayant été trouvée sur les lieux du crime. Cependant, après des semaines, sans aucune trace de Tina, de ravisseur ou de demande de rançon, le FBI a abandonné son enquête. Cette décision a suscité une certaine controverse, car à ce stade, l'homicide n'avait pas été confirmé et l'enlèvement, un crime fédéral, relevait donc de la compétence du FBI. Certains ont alors avancé que cela aurait dû rester une affaire d'enlèvement active du FBI, permettant d'allouer davantage de ressources à l'enquête jusqu'à preuve du contraire. Le shérif Thomas avait décrit la présence du FBI à l'époque comme étant inutile.
La police locale soupçonnait les tueurs en série connus et récemment capturés, Henry Lee Lucas et Otis Toole, d'être les meurtriers dans l'affaire Caddy et a commencé à les enquêter, concluant finalement que les deux tueurs se trouvaient dans un autre état au moment du meurtre et que leur meurtre n'était pas non plus cohérent avec le mode opératoire de l'affaire de Caddy. Les affaires Lee Lucas elles-mêmes n'étaient déjà pas sans controverse, car il a avoué plus de 600 meurtres, ce qui, après examen approfondi, s'est avéré impossible. Mais les Rangers locaux dans ces affaires ont défendu leur travail en affirmant qu'il était de grande qualité, malgré le fait qu'aucune des confessions n'ait été enregistrée, rendant impossible de savoir combien d'informations Lucas possédait à l'avance et combien lui ont été fournies pendant les interrogatoires. Cela seulement a soulevé des questions sur la validité des déclarations de Lucas. Un homme ramassant des capsules de bouteilles à Feather Falls, comté de Butte, à environ 100 miles de Keddie, a découvert un morceau de crâne humain et un fragment de mandibule. Il a signalé sa découverte et le shérif du comté de Butte a enquêté dans la zone, trouvant une veste en nylon bleu, un jean Levi avec une poche arrière manquante et un distributeur vide de ruban médical. Les restes ont ensuite été identifiés par le médecin légiste comme appartenant à Tina Sharp, confirmant ainsi ce que beaucoup craignaient déjà. Tina Sharp avait également été assassinée. Le principal suspect initial était Martin Smart, le mari de Marilyn et le beau-père de Justine, qui a attiré les soupçons sur lui en révélant qu'un marteau à griffes manquait parmi ses affaires, alors que les détails concernant les armes du crime n'étaient pas encore connus du public à ce moment-là. Il donnait aussi des infos que le shérif Thomas croyait être faites pour éloigner les soupçons de Morty. Marilyn Smart a déclaré qu'elle trouvait que le portrait robot ressemblait à Morty, et a également donné des détails sur Morty et son ami Beau brûlant quelque chose dans un poêle à bois à 2h du matin, la nuit du meurtre. Plus tard dans l'affaire, Mike Gamberg a trouvé une lettre de Morty à Marilyn après qu'il ait déménagé au Nevada à la suite de l'échec de leur mariage. Dans la lettre, Morty semble confirmer qu'il a tué 4 personnes lorsqu'il déclare « J'ai payé le prix de ton amour et maintenant je l'ai acheté avec la vie de 4 personnes. Manan tank des domon. » La lettre avait été négligée et jamais enregistrée dans la chaîne de possession, selon le shérif. Marilyn a confirmé que l'écriture était celle de Morty. Un marteau à griffes signalé disparu par Morty et potentiellement utilisé lors du meurtre a été retrouvé des années plus tard dans un lac voisin. Cependant, aucune preuve matérielle ne subsistant sur l'objet, il n'a pas été possible de le relier définitivement au meurtre. Un conseiller de Reno, Nevada, affirme que Morty aurait avoué lors de séances de thérapie avoir tué Sue et Tina. Le conseiller dit avoir informé le FBI et le ministère de la Justice, mais cela a été rejeté comme un simple oui-dire. Le conseiller n'avait aucun enregistrement de la séance et n'avait pas non plus de notes de la séance. Le conseiller aurait demandé à Marty s'il avait passé un test au détecteur de mensonges. D'après le thérapeute, Marty s'est vanté d'avoir menti et d'avoir réussi à tromper le test. Marty aurait soi-disant été motivé à tuer Sue Short parce qu'elle interférerait dans son mariage. Selon les rumeurs, Marty était violent envers Marilyn, qui se confiait à Sue, elle-même victime de violences domestiques, l'encourageant à le quitter. Le shérif Thomas a déclaré que Martin avait passé un test polygraphique sans montrer de signes de tromperie, et mentionne dans un documentaire que le couple venait souvent lui demander des conseils conjugaux. Ni l'enquête initiale du shérif, ni aucune autre depuis, n'a pu trouver de preuves matérielles liant Marty au crime. Beaucoup pensaient que son ami Beau avait commis les meurtres avec Marty. Il est peu probable qu'une seule personne ait pu contrôler une pièce avec 4 personnes khatiaïques. À l'intérieur, et donc le shérif ainsi que le FBI ont travaillé sous l'hypothèse qu'il devait y avoir au moins 2 assaillants. Dans une interview, Marilyn a révélé que Marty avait tenté de persuader Sue de l'accompagner au bar, car Beau l'appréciait. Mais Marilyn avait informé Marty que Sue ne consommait pas d'alcool et n'était pas intéressée. Cela pourrait également donner à Beau un mobile pour le crime. Certains affirment que le shérif Thomas, bon ami de Marty, l'a protégé durant l'enquête et conseillé pour s'en sortir après le crime. Cela repose principalement sur une conversation enregistrée entre Thomas et Marty, dans laquelle il a son moment « si je l'avais fait » et décrit comment il gérerait un groupe de personnes qu'il avait l'intention de blesser. Thomas lui-même nie être un ami de Marty dans une interview documentaire.
Beau aurait eu des liens avec des gangs à Chicago et aurait peut-être été un ancien membre de la mafia de Chicago, ce qui, si c'est vrai, pourrait démontrer sa volonté de commettre des actes violents. Il y avait aussi une théorie selon laquelle Beau était un informateur du FBI sur la mafia de Chicago et qu'il était protégé par le ministère de la Justice afin de maintenir ce flux d'informations sur la mafia. Une autre théorie courante était que quelqu'un dans la famille Sharp, ordonné Wingate, s'était retrouvé mêlé à la drogue, qu'ils avaient peut-être arnaqué quelqu'un et que les meurtres étaient une punition pour cela. Une résidente locale, nommée Carla McMullen, a déclaré plus tard aux détectives que Dana avait volé une quantité inconnue de diéthylamide de l'acide lysergique à des trafiquants de drogue, bien qu'elle n'ait pas pu fournir de preuves ni de témoins corroborant cette déclaration. Certaines personnes ont avancé l'idée que l'attaque, l'enlèvement et le meurtre ultérieur de Tina faisaient partie d'un complot d'un prédateur pour la manipuler, un rapport indiquant que l'agent du FBI, John Douglas, pensait que Tina aurait pu être impliquée dans les meurtres et que le manipulateur l'aurait ensuite tuée pour se protéger. Des rumeurs circulent à propos d'un enseignant, également délinquant sexuel condamné, qui aurait manipulé Tina et l'aurait convaincu de l'aider à assassiner sa famille pour qu'ils puissent s'enfuir ensemble. Cependant, aucun détail concret n'est fourni et il semble improbable qu'une fille de 12 ans orchestre le meurtre de 4 personnes pour satisfaire son manipulateur, qui l'aurait tué ensuite. Sur le site internet kedi28.com, l'administrateur DMACC soutient depuis longtemps la théorie selon laquelle Sheila elle-même était soit la meurtrière, soit l'une des meurtrières. Dans de longs messages en ligne, il explique que Sheila déteste sa mère en raison de ses mauvaises compétences parentales et de sa présumée promiscuité. La théorie explique qu'à cause de ces choses, Sheila Sharp voulait que sa mère Suzanne meure. La théorie provient de légères divergences dans les rapports de police sur une ampoule et de témoignages indirects sur la famille Sharp. La théorie affirme que les meurtriers et le shérif du comté de Plumas ont conspiré pour dissimuler le meurtre. Dans un documentaire ultérieur, Mike Gamberg, un ancien adjoint, a déclaré lors d'une interview que la politique avait grandement influencé le fait que l'enquête soit restée en interne avec autant de véhémence. La politique a joué un grand rôle dans toute cette affaire. Nous avions un shérif qui essayait probablement de se faire un nom, au lieu de s'appuyer sur l'expertise du département de la justice dès le début. Il a essayé de faire les choses lui-même. Et puis, en 2018, l'acide désoxyribonucléique a été associé à un suspect vivant à partir d'un morceau de ruban adhésif de la scène de crime. Mais à ma connaissance, personne n'a encore été arrêté. Salut, voici la partie de la vidéo où je vous donne mes réflexions et opinions basées sur les preuves que j'ai vues. Je dois insister sur le fait que rien de tout cela n'est un fait. Ce n'est que mon opinion basée sur les preuves que j'ai vues dans cette affaire. Alors, commençons. Bien qu'il semble tentant de dire qu'un mari violent a éliminé quelqu'un qui persuadait sa femme de le quitter, il ne semble pas y avoir beaucoup de preuves pour soutenir cette théorie. Pour commencer, la scène du crime était extrêmement sanglante, avec du sang sur les murs, au plafond et des traces de couteau partout. Il est difficile d'imaginer qu'un analyste professionnel de scène de crime puisse quitter les lieux sans avoir la moindre trace de preuve sur ses vêtements, ses cheveux ou sa peau. Donc, pour un homme comme Marty, qui aurait aussi été vu ivre ce soir-là, réussir à tuer brutalement 4 personnes sans laisser la moindre trace de lui-même, ni emporter la moindre preuve, sur lui semble peu probable. Je trouve aussi que les preuves avancées contre lui sont très circonstancielles. L'idée qu'il était ami avec le shérif Thomas semble reposer entièrement sur une conversation téléphonique entre lui et le shérif, dans laquelle rien n'indique qu'ils étaient amis. La conversation elle-même montre Marty en train d'expliquer comment on pourrait contrôler plusieurs personnes lors d'un vol, et il parle du fait qu'il faudrait soit une arme, soit plus d'une personne pour contrôler 4 victimes. C'est simplement du bon sens, rien à voir avec un génie du crime.
Et il y a aussi la théorie populaire parmi tous les enquêteurs. Les éléments de preuve les plus accablants contre Marty sont le conseiller et le second. Alors, nous allons commencer par le conseiller. Cela semble très accablant lorsqu'un conseiller affirme qu'il a avoué avoir tué les deux garçons lors d'une séance de thérapie, peut-être sous la fausse croyance. Le thérapeute était tenu au secret professionnel et ne pouvait divulguer les informations à quiconque. Cependant, petite mise au point pour tout le monde, le thérapeute, le psychologue ou le médecin a tout à fait le droit de parler à la police et de signaler un crime s'il pense que vous êtes impliqué dans un acte criminel grave. Mais ce thérapeute n'avait ni notes ni enregistrement des séances, et il n'y aurait donc que son témoignage pour appuyer ses dires, sans aucune preuve corroborante, ce qui explique pourquoi le ministère de la Justice et le bureau du shérif ont qualifié cela de oui-dire, parce que techniquement c'est le cas. S'il n'y a aucune preuve pour l'appuyer, ce n'est que l'opinion de quelqu'un, donc c'est du oui-dire. Cela laisserait beaucoup trop de place au doute raisonnable devant un tribunal et en ne serait pas suffisant pour condamner Marty. Donc, même si ce que le thérapeute disait était vrai, cela ne suffirait pas pour que les forces de l'ordre ou les procureurs poursuivent Marty de toute façon. Deuxièmement, il y a la lettre. Bien que je trouve assez probable que Sue donnait des conseils à Marilyn sur la façon de quitter Marty, étant donné qu'elles étaient gens voisines et que Sue venait tout juste de s'échapper d'une situation similaire, la lettre elle-même est très souvent mal interprétée, et je pense savoir pourquoi. Vous verrez ou entendrez souvent des gens faire référence aux commentaires à la fin de la lettre dans lequel Marty dit qu'il a payé le prix de l'amour de Marilyn avec la vie de 4 personnes, ce qui semble assez incriminant jusqu'à ce que vous lisiez les 3 lettres en entier. Il existe 3 lettres de Marty implorant Marilyn de le reprendre. Il fait référence à plusieurs reprises à combien il aime ses enfants et elle, et qu'il ne voit pas le même amour de sa part envers ses propres enfants. Marty a 4 enfants, qu'il ne voit plus parce qu'il affirme avoir sacrifié du temps avec eux parce que Marilyn ne les aimait pas. En fait, dans la même lettre où il fait cette déclaration incriminante, la lettre commence en parlant de ses 4 enfants et du fait qu'il les a sacrifiés pour elle. Il est donc évident que les 4 vies mentionnées à la fin de la lettre ne sont pas les victimes du meurtre, mais ses enfants. Alors pourquoi personne d'autre n'en parle ? Même pas les reportages. Je pense que la raison c'est qu'ils fondaient tous leur opinion sur cette seule photo, celle-ci qui ne montre que la partie inférieure de la lettre. Curieux de voir la lettre complète, j'ai cherché et trouvé les 3 versions, que j'ai lues entièrement. Si quelqu'un d'autre avait fait la même chose, il n'aurait pas pu arriver à la conclusion que Marty avouait un meurtre, parce que le contexte et le langage des lettres montrent clairement qu'il ne parle pas de victimes de meurtre, il parle de ses enfants. Certaines personnes disent que les autorités conspirent là pour étouffer toute l'affaire, mais quel serait leur motif pour couvrir un quadruple homicide dans une petite ville qui n'a aucune importance ou signification pour qui que ce soit ou quoi que ce soit ? De plus, les personnes qui affirment cela doivent avoir une foi immense dans la capacité du gouvernement américain à être un opérateur habile. Mais personnellement, je ne les trouve pas très efficaces dans beaucoup de domaines. Donc, je trouve peu probable que tant d'agents et d'agences différents puissent dissimuler quoi que ce soit pendant une longue période sans qu'aucune preuve ne sorte. Bien que les informateurs soient un outil clé dans l'arsenal du FBI depuis sa création, il existe des règles très strictes sur la façon dont les informateurs sont autorisés à opérer et sur les actions qu'ils sont autorisés ou non à entreprendre. Contrairement à ce que montrent la télévision et le cinéma, les informateurs et agents infiltrés n'ont pas une carte blanche permanente pour agir à leur guise. Ils sont autorisés à se livrer à des activités criminelles tant que cela sert les besoins d'une enquête, mais chaque crime commis doit être approuvé par le procureur général et toute activité doit également être signalée au directeur du FBI. Si le crime commis comporte un risque sérieux de violence, l'agent spécial responsable est tenu d'informer personnellement le procureur général afin d'autoriser une activité criminelle extraordinaire. De plus, les agents du FBI n'ont pas le pouvoir d'accorder l'immunité. Pour qu'une immunité soit accordée, l'agent doit informer à la fois le directeur du FBI et le procureur, et c'est le procureur qui accorderait l'immunité. Au cas où vous penseriez que le FBI pourrait simplement, vous savez, enterrer des preuves pour protéger son image ou sa réputation, il existe un exemple très célèbre. John Connolly Jr., un agent du FBI qui était le contact du gangster de Boston James Whitey Bulger, qui était aussi un informateur du FBI et l'inspiration pour le film Les Infiltrés.
Connolly n'a suivi aucune de ces règles et a ensuite été condamné à 10 ans de prison fédérale. Et James Bulger n'a pas non plus bénéficié de l'immunité, étant également condamné pour les crimes commis alors qu'il était informateur du FBI. Donc, même s'il n'est pas impossible que Beau ait été un informateur du FBI, il est extrêmement improbable qu'on lui ait permis de tuer de façon gratuite et brutale 4 personnes innocentes sur un coup de tête sans aucune conséquence pour ses actes. Et il est encore moins probable que toute cette affaire soit restée cachée pendant 40 ans. Malgré de nombreuses enquêtes menées sur les 2 hommes par l'ancien shérif, le nouveau shérif et le FBI, aucune preuve solide n'a jamais été recueillie contre eux. Personnellement, d'après les rapports, il ne semble pas que l'un ou l'autre de ces hommes ait été particulièrement sympathique, mais il n'y a tout simplement aucune preuve les reliant à l'affaire. Le comté a une longue histoire de problèmes liés à diverses drogues dans la région, comme c'est le cas pour la majeure partie de la Californie. Si vous faites des remouches et des recherches, vous trouverez des rapports sur l'usage effréné de cocaïne tout au long des années 80 et au début des années 90, avant que la drogue dominante ne devienne les opioïdes, lorsque les fermes de prescription ont commencé à apparaître partout en Amérique, créant l'épidémie d'opioïdes. Puis, plus tard, au début des années 2000 environ, la drogue la plus répandue est devenue la méthamphétamine, car les gens ont commencé à découvrir des méthodes de fabrication plus simples, ce qui signifiait que la drogue pouvait être produite au même endroit où elle était vendue, réduisant ainsi le risque pour les trafiquants de devoir la transporter par-delà les frontières, par exemple. L'Interstate 5, qui va de la frontière de San Diego avec le Mexique jusqu'à la frontière canadienne à Vancouver, est connue pour être un important corridor de trafic de drogue et elle passe effectivement parallèlement à Keddie à environ 100 à 110 miles de distance. Cependant, je n'ai rien trouvé de spécifiquement lié au trafic de diéthylamide, de l'acide lysergique dans cette région à l'époque des meurtres. En fait, je n'ai rien trouvé qui mentionne un trafic de drogue majeur ayant lieu dans la région de Keddie au moment des meurtres. Lors de l'enquête, aucune drogue ni matériel lié à la drogue n'a été retrouvé par les enquêteurs. J'ai contacté le bureau du shérif de Plumas pour obtenir les rapports toxicologiques de l'affaire. Malheureusement, ils ne m'ont pas répondu à temps pour que je puisse les inclure dans la vidéo. La seule preuve de cette théorie que j'ai pu trouver se trouvait soit dans l'article de Medium que j'ai mentionné plus tôt, soit dans les forums de KD28.com. Medium indique qu'un agent du FBI pensait que cette théorie tenait la route, mais ce n'était pas une opinion partagée par les autres enquêteurs ou ses collègues. Bien sûr, c'est tout à fait possible, mais il y a peu ou pas de preuves pour soutenir cette théorie. Et personnellement, je trouve peu probable que Tina veuille la mort de sa famille pour pouvoir s'enfuir avec son prédateur. Si la théorie du grooming était vraie, il serait beaucoup plus logique de simplement s'enfuir, car la punition pour une fugue est bien moins sévère que pour un quadruple homicide, et c'est la même chose pour le prédateur aussi. La peine pour manipulation est bien moindre que pour le meurtre de 4 personnes, donc cette théorie semble peu probable. J'ai étudié cette théorie avec ouverture d'esprit, mais je n'ai trouvé aucun élément pour l'appuyer. Lire cette théorie, c'était comme regarder quelqu'un relier au hasard des points de 2 images différentes. Et ensuite s'étonner que personne d'autre ne voit la même image qu'eux. Premièrement, affirmer que Sheila a été poussée à tuer la plupart de sa famille uniquement à cause d'une mauvaise mère est un argument très fragile et excessif. Même avec de mauvais parents, la plupart des enfants les aiment, malgré tout. Quand ce n'est pas le cas, ils rompent généralement simplement les liens avec eux. Il est extrêmement rare qu'un enfant en vienne à la conclusion que la meilleure chose à faire est de commencer à tuer des gens. L'une des raisons principales souvent citées pour soutenir la théorie que Sheila Swan coupable est qu'elle cherchait à devenir célèbre et à bénéficier d'une grande publicité, d'attention et de gains financiers via des talk-shows ou des contrats de livres. Cela semble encore une fois très improbable, mais même si on y réfléchit un instant, cela n'a aucun sens, parce qu'elle ne pouvait pas savoir à l'avance qu'elle allait obtenir toutes ces récompenses avant d'avoir tué tout le monde, et cela paraît être un risque énorme à prendre juste pour la célébrité. Sans compter qu'il aurait aussi fallu qu'elle s'en sorte sans être arrêtée.
Enfin, il paraît peu probable qu'une fille de 14 ans ait torturé et tué la plupart des membres de sa famille, y compris sa petite sœur, puis réussi à ne laisser aucune preuve dans la pièce la reliant au crime, et aussi à ne rien emporter avec elle qui puisse servir de preuve. Et pour ceux qui pensent qu'il s'agit d'une conspiration policière pour dissimuler le crime, il n'y a aucune raison pour laquelle ils auraient mieux voulu le cacher et l'aider à s'en sortir. Au contraire, Msoto Ravale Sansartan, ils auraient plutôt des raisons de la poursuivre. De l'arrêter car cela les héroïserait. J'aimerais ajouter rapidement quelque chose ici, car je sais que certaines personnes du site Caddy28 vont voir cette vidéo et seront probablement en colère que je n'ai pas consacré plus de temps aux théories qui y sont présentées. J'ai demandé à DMACC l'accès au site afin de pouvoir examiner les preuves et les théories qui s'y trouvent. Après avoir vérifié ma chaîne YouTube, il m'a donné l'accès disant que je traitais les sujets équitablement et faisais de bonnes recherches. Plus tard, je lui ai ensuite envoyé un email en disant qu'il se pouvait que je n'arrive pas à la même conclusion que lui, mais que je donnerais tout de même le même poids à toutes les théories et preuves lors de mes recherches. Je veux être clair, je n'ai pas dit que je ne croyais pas à la théorie. J'ai simplement dit que je voulais voir les preuves avant de l'accepter. DMACC a complètement pété les plombs. Il m'a retiré l'accès au site et a commencé à m'accuser d'avoir déjà pris ma décision et d'avoir déjà terminé la vidéo, ce qui n'a même pas de sens. Si j'avais terminé la vidéo, je ne serais pas encore en train de faire des recherches. Il est devenu assez clair pour moi que ce qu'il voulait, c'était que j'accepte et que j'adhère à cette théorie sans d'abord examiner les preuves qui la soutiennent, sinon il me retirerait l'accès. Il m'a retiré l'accès car je refusais d'obtempérer. Je voulais vraiment examiner sérieusement les théories et les preuves, mais DMACC m'en a empêché. C'était une affaire difficile à étudier parce qu'elle est tellement compliquée. Non seulement la scène du crime, mais aussi l'enquête. En fait, j'ai examiné plusieurs enquêtes policières différentes, et celle-ci est de loin la pire que j'ai vue. Il est facile de constater l'absence de suspects arrêtés et le fait que les preuves n'ont pas été enregistrées, suivies ou ont été perdues, et d'en conclure que le bureau du shérif doit couvrir l'affaire, mais la réponse la plus simple est généralement la bonne. Je ne crois pas qu'il y ait eu dissimulation. C'était révélateur quand le député Gamberg a dit que le shérif Thomas, un nouveau venu déterminé à se faire un nom, s'est soudainement retrouvé au cœur d'une affaire qui pourrait lui permettre d'y parvenir s'il réussissait à la résoudre. Je pense que c'est pourquoi c'est un tel gâchis. Le shérif ne voulait pas qu'on lui vole la vedette, ce qui l'a amené à commettre de nombreuses erreurs de jugement tout au long de l'affaire. Cela explique pourquoi il a refusé l'aide du FBI à de nombreuses reprises, car il ne voulait pas qu'il prenne le contrôle de son enquête, et a préféré faire appel à un artiste local qu'il connaissait déjà, plutôt qu'à des profileurs du FBI. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il a commis l'erreur très grave de mener lui-même la première séance d'hypnose avec Justine Smart, alors que cela aurait dû être confié à un professionnel indépendant. Le fait qu'il l'ait fait en premier signifie qu'il aurait pu, intentionnellement ou non, implanter n'importe quelle information dans la tête de Justine. Je dirais même que l'utilisation de l'hypnose en soi était une erreur, car ce n'est pas une preuve recevable devant un tribunal en raison de la facilité avec laquelle on peut implanter des idées dans la tête du sujet. Cela explique sûrement le désordre de l'enquête. Quelqu'un qui n'était pas prêt à céder le contrôle d'aucun aspect allait inévitablement être accablé par l'ampleur de sa tâche et la pression publique. Malheureusement, toutes ces erreurs. Je crois qu'ils ont permis à un meurtrier encore non identifié de s'échapper. J'ai contacté le département du shérif du comté de Pluma pour demander des informations concernant l'affaire et, bien qu'ils aient été réceptifs et m'aient conseillé qu'ils allaient se renseigner pour moi, ils ne m'ont pas répondu au moment de la production. Je n'ai donc pas pu inclure de nouvelles informations ou des mises à jour parce qu'ils ne m'ont tout simplement pas répondu. Il y a beaucoup de théories du complot concernant cette affaire et certaines portées sont assez convaincantes. Et certaines, au final, vous savez, elles sont séduisantes, elles vous attirent un peu, mais je pense que la réponse la plus simple est la meilleure. La police a complètement raté l'enquête et le tueur a réussi à échapper à la détection. En conséquence, peut-être qu'un jour, vous aurez une réponse pour cette affaire, mais pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est en débattre, vraiment. Je voudrais rapidement remercier Nicole O'Ryan qui m'a aidé dans la recherche sur cette affaire et qui a travaillé extrêmement dur pour rassembler des informations pour moi. Merci Nicole.
Que pensez-vous qu'il s'est passé au Keddie Resort? Faites-moi savoir dans les commentaires. Comme d'habitude, je lirai et répondrai à tous pendant les premières 24 heures. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.